La sécheresse menace de sévir cet été en France. Il faudrait des précipitations exceptionnelles en avril et en mai pour éviter le manque d'eau. Les internes qui entament demain leur 5e semaine de grève multiplient les opérations spectaculaires pour maintenir la pression. Le scandale des écoutes de l'Elysée avec une polémique dans le monde politique sur la notion de secret défense. Il y a 50 ans, le général de Gaulle lançait le RPF à Strasbourg, un anniversaire qui a été l'occasion pour Alain Juppé de lancer les gaullistes à la reconquête du patriotisme. Madame, Monsieur, bonsoir. Perquisition ce matin dans la secte des Pyrénées-Atlantiques où un bébé rachitique de 19 mois est mort jeudi dernier. Les gendarmes étaient accompagnés d'une douzaine de médecins. Cette opération avait en effet, entre autres, pour but de vérifier l'état de santé des quelques 70 enfants vivant dans cette communauté. Sur place, Éric Perrin, Philippe Ritten. Des enfants qui vont faire une visite médicale, le fait paraît banal. Ici, il est exceptionnel. Il aura fallu pour cela une perquisition dans les locaux de l'ordre apostolique. 12 médecins de la protection maternelle infantile et de la médecine scolaire ont été requis par le procureur de la République dans le cadre d'une nouvelle enquête préliminaire, parallèle à celle concernant le décès du petit Raphaël. Nous avons découvert dans le cadre de l'affaire du décès du petit Raphaël la semaine dernière des documents concernant la communauté qui préconisait des châtiments corporels. Donc on a présumé des mauvais traitements et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Les membres de la communauté n'ont fait aucune obstruction à ce contrôle qui, d'après eux, devrait faire taire les rumeurs. Cet après-midi, un des responsables a d'ailleurs accepté de nous rencontrer pour s'expliquer sur ces corrections qui font, selon eux, partie de l'éducation. Quand je vois mes enfants se disputer, je les corrige. Les gens ont beaucoup entendu qu'il y avait chez nous des bâtons ou des instruments même utilisés chez nous, mais il n'y a aucun instrument. Enfin, il y a peut-être des petites baguettes, des morceaux de rotin, cette grandeur, pour satisfaire tout le monde. Et on utilise ça sur la main ou sur les fesses. Toute la problématique se résume ainsi: où finit la punition, où commence le mauvais traitement. Cet après-midi, le procureur donnait les premières conclusions de la perquisition. On n'a pas constaté de traces de violence récentes ou de signes pouvant permettre d'évoquer des mauvais traitements récents. Et anciens ? Anciens non plus, non. L'instruction sur le décès du petit Raphaël continue. Sa mère a été aujourd'hui entendue par le juge. Celui-ci poursuit également ses investigations en ce qui concerne la non-assistance à personne en danger, en cherchant notamment si des médecins ont eu récemment connaissance de l'état de santé du petit Raphaël. Parmi les documents accusateurs évoqués par le procureur de la République, une lettre envoyée par une ancienne adepte, Jacques Cardoz. Le pain, la culture de fruits et légumes, la menuiserie, la couture, la broderie, tous ces produits sont confectionnés ou élaborés à l'intérieur de la communauté. C'est l'une des 7 maisons de l'ordre apostolique installées à travers le monde. Tabitas Place s'étend sur 11 hectares dans les Pyrénées-Atlantiques. Châteaux, villas, nouvelles constructions, le tout acquis grâce aux dons des nouvelles recrues. Un monde joyeux, pas pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'y sont plus. En témoigne cette lettre manuscrite signée d'un ancien adepte. Une lettre à l'écrit fragile, au récit inquiétant. À 6h45 le matin, gymnastique pour tout le monde, même les enfants. Petit déjeuner et travail, les repas des invités sont bien présentés, plus copieux. J'ai passé 18 jours chez eux en tant qu'invité. J'ai constaté ceci: impossibilité pour moi de dormir à cause du bruit. La répétition des mêmes dialogues pendant 18 jours. Les enfants me fuyaient. Le fait que je ne porte pas de barbe les gênait beaucoup. Les enfants travaillent beaucoup et jouent peu. En cas de mensonge, ils mettent l'enfant nu et le frappent avec une baguette d'1 centimètre d'épaisseur sur tout le corps. Mathieu, un jeune garçon de 12 ans, m'a fait savoir qu'il en avait reçu beaucoup. Un homme célibataire du nom d'Auria passe son temps à frapper les enfants. Roy m'a montré ses doigts rougis par les coups. Ce même petit garçon m'a dit en ces termes: « Je sais pourquoi Auria m'attire toujours vers lui. C'est parce qu'il n'a pas de femme. » J'ai constaté que tous les enfants fuyaient cet homme. Vers 22h40, notre magazine La France en direct sera consacré ce soir aux sectes et à l'enfance en danger. La récolte de fruits et légumes devrait être en avance de 2 à 3 bonnes semaines dans le sud-est de la France. Une précocité due à des conditions météo tout à fait exceptionnelles. L'ensoleillement et le manque de pluie font craindre à de très nombreux spécialistes une sécheresse rigoureuse cet été. Cette carte indique les déficits pluviométriques sur les 3 premiers mois de cette année.
En rouge, les zones les plus touchées. En orange, celles dont le déficit en précipitation est de 100 à 50 mm seulement. Et en jaune, les zones qui commencent à souffrir sérieusement de l'absence de pluie. Le niveau des nappes phréatiques souterraines est d'ores et déjà préoccupant dans de nombreuses régions, par exemple la Basse-Normandie. Reportage dans le Pays d'Auge, Valérie Fourniou, Jean-François Chaffé. Un soleil de juin et une herbe à brouter d'un mois d'août. Pas assez grasse pour la saison. Dans le Pays d'Auge, il n'a pas plu depuis un mois. La terre craque et les éleveurs s'inquiètent pour leurs troupeaux. Les champs qui sont plus hauts, c'est les champs que j'ai le plus humides. Et vous allez voir, c'est archi sec. Ces champs, ce sont les derniers pâturages qu'il peut offrir à ses vaches. Et là aussi, la terre est sèche. Donc, vous voyez, on voit des crevasses ici. Je peux soulever. Oui. Bon, vous voyez, il y a une légère humidité, mais il est hors question de faire une boule. Et la terre que j'ai ici, en année normale, vous la prenez, vous faites de la pâte au modelé. Là, vous voyez, elle s'en va en miettes parce que c'est trop sec. Jusqu'à fin avril, on a de l'herbe. S'il ne pleut pas d'ici fin avril, au mois de mai, on pourra commencer à donner un autre fourrage que de l'herbe, parce qu'il n'y aura plus rien. Un autre fourrage, de la paille, du foin, qu'il faudra acheter. Une dépense importante pour cet éleveur si la sécheresse persiste. Il faut passer par là. De toute manière, on n'a pas le choix, on ne va pas laisser mourir nos animaux. L'alimentation est horriblement chère. Bon, donc on travaille pour rien et on travaille à perte, c'est même pas pour rien. Il manque des sous là. Le déficit en pluie inquiète les experts, d'autant plus que les réserves des nappes phréatiques sont pratiquement vides. Pendant 2 années de suite, il n'y a pas eu de recharge de nappe. Or, on a actuellement à peu près 90% des points que nous surveillons au niveau d'eau souterraine, donc qui sont très en deçà, en fin de compte, des niveaux atteints déjà l'année dernière, qui était déjà une année où les nappes étaient anormalement basses par rapport aux années antérieures. Face à cette situation critique, le préfet de Basse-Normandie vient de mettre en place une cellule de crise, un comité anti-sécheresse. En aval de Paris, à l'ouest, la médiocre qualité de la Seine ne permet pas son utilisation directe pour l'eau potable. La seule alternative reste l'exploitation des nappes phréatiques au moyen de forages. La Lyonnaise des Eaux vient de mettre au point un procédé qui permet de réalimenter artificiellement les nappes qui donnent des signes de faiblesse. Exemple avec ce reportage de Valérie Gaget et Franck Brisset dans les Yvelines. Ce tuyau vert cache un piézomètre, un petit puits qui descend jusqu'à la nappe phréatique. Grâce à lui, on peut vérifier très régulièrement le niveau du lac souterrain. Donc là, j'ai 12 mètres 71. Ce qui est bien ou pas bien? Ça va, la nappe se porte bien. La nappe phréatique de Croissy n'a pas souffert de la sécheresse depuis plus de 30 ans. Qu'il pleuve ou pas, elle est alimentée en permanence grâce à ces bassins de rétention créés en surface. D'où vient l'eau qu'on voit arriver ici dans ce bassin? Il s'agit d'eau de Seine préalablement traitée que nous réinjectons dans l'aquifère souterrain. Donc cette eau est traitée, elle est ensuite déversée dans un réservoir ici superficiel qui est poreux à la manière d'une machine à café. Et cette eau s'infiltre dans le milieu souterrain pour recharger la nappe. Et donc on s'en sert comme un réservoir souterrain pour avoir de l'eau au mois de juin, au moment de la pointe. Avec ce système, près de 30 millions de mètres cubes d'eau sont injectés dans la nappe chaque année et la capacité de prélèvement a presque doublé. Tout le réseau est géré à distance depuis ce centre de contrôle. En cas de manque d'eau, donc on a un suivi des courbes de réservoir. Nous avons également des alarmes qui nous signalent soit des manques d'eau, soit des trop-pleins. Et c'est à nous de réagir et de trouver une solution pour que personne ne manque d'eau. Ce système d'alimentation artificielle des nappes souterraines limite les risques de panne sèche. Seule une baisse considérable du niveau de la Seine pourrait faire revenir le spectre de la sécheresse à l'ouest de Paris, car il serait alors impossible de remplir les bassins. La grève des internes, les délégués attendent une proposition qualifiée de satisfaisante de la part du ministère des Affaires sociales pour reprendre les négociations brutalement rompues vendredi. Alors que Jacques Barrot appelle aujourd'hui les grévistes à la trêve, ceux-ci ont annoncé pour mercredi l'organisation d'une journée santé morte. Cette grève va entrer demain dans sa 5e semaine. Quelles en sont les répercussions dans la vie quotidienne des services hospitaliers? Reportage à Montpellier, Léo Lamberton, Pascal Ponce. Chaque jour depuis un mois, le docteur Rigoux répète la même scène. Et c'est toujours la même corvée. Vous l'aurez touché, celle-ci. Vous voulez vous voir avant qu'on vous hospitalise? Parce qu'il y a un petit problème, vous savez, avec toutes les grèves. Oui, alors donc il faudrait qu'on reporte l'intervention si c'est possible. Parce que ça va être difficile de vous opérer demain.
Vous faites comme vous pouvez, hein. Je ne peux pas aller contre votre grève parce que je reconnais beaucoup de choses. Coup de chance, cette fois-ci, la patiente est compréhensive, ce qui n'est pas le cas de son mari. On vient jamais louer les vins et on nous avertit maintenant que bien, on pourrait s'opérer demain. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Je reconnais que je suis déçue. Parce que bon, c'était prévu, déjà on cogite, et puis je souffre quand même, puis plus vite ça sera fait, plus vite je voudrais retrouver une autonomie et travailler quand même. Oui, je comprends que les internes se mettent en grève et qu'alors Juppé est bidon, mais enfin, il faut aussi que ma femme se fasse opérer, quoi. Dans ce service de chirurgie orthopédique, toutes les opérations non urgentes ont été annulées. Mais après un mois de grève, c'est la confusion. Ça commence à devenir un petit peu dur là. En quoi ? Ça commence à durer parce qu'on ne peut pas différer les patients indéfiniment et là, il est temps que ça s'arrête. Au bloc opératoire, la situation devient ingérable. Les internes sont remplacés par des infirmiers et les quelques grévistes réquisitionnés ne suffisent pas à alléger la charge de travail des chirurgiens titulaires. Nous devons nous occuper de toutes les étapes de l'entrée du patient à sa sortie, sans aucune aide pratiquement. Alors les internes font profil bas, comme Marouane, qui vient régulièrement dans son service alors qu'il est en grève. Voilà. Parce que ça me gêne un petit peu, cette grève, quelque part dans ma conscience, ça me gêne, je ne suis pas le seul. Donc le fait de passer, peut-être, ça nous satisfait quelque part. Et pourtant, malgré leurs problèmes de conscience, les internes du CHU de Montpellier ont décidé aujourd'hui d'entamer leur 5e semaine de grève. Pour maintenir la pression, les internes multiplient les opérations spectaculaires. Exemple à Marseille, où quelques 300 grévistes ont maculé avec de la peinture rouge à l'aide de pistolets à eau la façade du bâtiment abritant la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. À Tours, les internes ont envahi un restaurant de la ville où le ministre Jacques Barrot participait à un petit déjeuner organisé par nos confrères de la Nouvelle République. Jacques Barrot a refusé le cadeau, entre guillemets, des manifestants, une reproduction en bois de Pinocchio rebaptisée Barucchio. Au cœur de la polémique avec les responsables gouvernementaux, la question des reversements d'honoraires des médecins libéraux en cas d'abus de prescription. Pour l'instant, il n'existe aucune pénalité financière, même si la CNAM dispose de statistiques précises sur les actes médicaux. Frédéric Rota. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les feuilles de maladie envoyées dans les centres de sécurité sociale ne servent pas uniquement au remboursement des soins. Le milliard de feuilles traitées chaque année produit un outil statistique, le SNIR, Système National Interrégime, qui fait le relevé de tous les actes pratiqués par tous les médecins. Destiné au départ à l'administration fiscale, le SNIR est devenu petit à petit un moyen de contrôler le volume d'activité des praticiens. Par le biais notamment du RIAP, relevé d'activité individuelle, un document assez précis mais pas entièrement fiable. Aucune sanction ne peut être prise directement à la lecture de ce document. Il s'agit seulement pour les contrôleurs de la CNAM d'un signal d'alarme. Les statistiques dont nous disposons, ça sert de point d'entrée pour étudier la manière d'exercer son activité de tel ou tel professionnel, mais sûrement pas pour donner des sanctions au premier degré à partir d'éléments chiffrés. Les vrais contrôles se font par la suite d'une manière plus poussée. Des sanctions peuvent être prises pouvant aller du blâme à l'interdiction d'exercer, en cas de non-respect de la plus stricte économie. Les médecins sont d'accord avec cela, mais ce qu'ils réfutent, c'est la fiabilité même des documents informatiques. C'est un système qui est incomplet, qui pourrait être perfectible, qui nécessiterait d'ailleurs que les médecins collaborent à ceci. Donc on nous a toujours mis en dehors. Donc c'est les informaticiens de la CNAM qui font ça, mais nous on ne sait rien du tout. Contrôler l'activité des médecins n'est pas une mince affaire. Les praticiens en font un principe, hors de question pour eux de voir sanctionner une pratique scientifique et humaine par le biais d'un outil strictement comptable. Les 1300 salariés de l'usine Renault de Vilvoorde en Belgique se prononceront jeudi par vote sur une reprise du travail. Cette usine est occupée depuis le 27 février, jour de l'annonce de la fermeture programmée du site fin juillet. Pour l'instant, les salariés apparaissent très partagés, comme en témoigne ce reportage d'Anne Mourgue et Patrick Wurstom. La 6e semaine d'occupation de l'usine a commencé, mais l'ambiance n'est plus tout à fait la même. Ce matin, pour la première fois, lors de l'Assemblée générale, on évoque la reprise du travail. Une reprise souhaitée par la direction comme par les syndicats. Les salariés se prononceront jeudi par référendum. Nous sommes obligés d'adapter aujourd'hui notre stratégie syndicale. Et adapter notre stratégie syndicale, ça veut donc dire pour l'instant reprendre le travail, parce que nous ne voulons pas nous épuiser dans une grève jusqu'au finish. Les syndicats espèrent ainsi pouvoir négocier plus facilement avec la direction.
mais les ouvriers sont partagés à l'idée de reprendre le travail. J'ai une femme, 2 enfants, un loyer à payer. J'ai besoin de mon salaire. Moi, je suis prêt à reprendre le travail. Depuis 6 semaines, aucune voiture n'est sortie des chaînes de montage. Pour André Fontaine, comme pour beaucoup d'autres, c'est un formidable moyen de pression sur la direction. Reprendre le travail maintenant sans contrepartie n'aurait aucun sens. Moi, je ne me suis pas sacrifié comme avec d'autres travailleurs, passer des nuits blanches ici, assister à des manifestations, et qu'aujourd'hui on me dit comme ça, sur un coup de dé, il faut reprendre le travail parce qu'il y a des discussions ou des pourparlers. Et je suis d'accord qu'il faut négocier, mais alors avec du concret, mais pas avec des mots. Que le travail reprenne ou non, les salariés sont décidés à continuer à bloquer le parking, là où sont stationnés plus de 8000 Renault. Décidés aussi à poursuivre leurs opérations coup de poing. La prochaine action est prévue jeudi, juste après le référendum. La direction de la compagnie d'Air France dénonce la surexposition médiatique du conflit qui affecte le seul réseau domestique. Air France affirme que de très nombreux passagers n'ont pas honoré leur réservation, et cela par crainte d'une grève. Air France chiffre à environ 120 000 le nombre de passagers perdus depuis une dizaine de jours. L'affaire des écoutes de l'Elysée. Selon certaines informations, Christian Proutot, le chef de l'ex-cellule antiterroriste, se réfugierait derrière le secret défense face aux questions trop précises du juge d'instruction Jean-Paul Vallat. Les renseignements ou informations dont dispose le pouvoir font l'objet d'une classification extrêmement stricte définie par un décret du 12 mai 81. Certains reprochent à ce secret défense d'être en fait un alibi très commode pour dissimuler certaines turpitudes. Michel Fine. La particularité du secret défense, c'est d'abord qu'il n'en existe pas de définition précise. Est classé secret défense toute information dont la divulgation peut nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'État. On le voit, le champ d'application est plutôt vaste. Qui classe un document ou une information secret défense? Chaque ministre, dans le secteur dont il a la charge. C'est également lui, s'il le juge opportun, qui peut lever le secret. Dans l'affaire du vrai faux passeport d'Yves Chalier, par exemple, le ministre de l'Intérieur à l'époque, Charles Pasqua, l'avait refusé. Son successeur, Pierre Joxe, avait en revanche autorisé la levée partielle du secret défense en acceptant l'audition du directeur de la DST par un juge. En matière d'écoute téléphonique administrative, c'est très différent. Depuis la loi de 1991, elles sont autorisées uniquement par Matignon. Elles sont automatiquement classées secret défense. Seul le Premier ministre peut demander la levée du secret. La levée, c'est quand il y a un problème sur la légitimité du secret défense. Et ça, c'est une question essentielle. Le secret défense, il est fait pour protéger l'intérêt public. Si le secret défense est détourné de son objet, s'il est fait pour des fins de politique partisane ou pour des problèmes purement privés, il est évident qu'à ce moment-là, le secret défense n'est pas dans son domaine réel. C'est justement ce problème de légitimité que pose l'affaire des écoutes de l'Élysée. Pour le frère de Jean Edernalier, c'est bien pour des motifs privés, l'existence de sa fille, que François Mitterrand faisait écouter l'écrivain. Ça paraît un petit secret défense. Elle est fort sympathique, Mazarine, mais ça ne me paraît pas quand même un secret défense. Hein. Le président Paul Boucher, chargé de veiller sur les écoutes administratives, prépare actuellement un projet. Selon lui, dans des cas litigieux comme celui-ci, seule la création d'une autorité indépendante, chargée de se prononcer sur la nécessité de lever le secret, permettrait de mettre fin aux polémiques. Lionel Jospin parle de triste histoire et demande officiellement la levée du secret défense, de même que François Léotard, le président de l'UDF, alors que Charles Pasqua, au contraire, s'y oppose. Invoquer aujourd'hui, et Dieu sait si je sais de quoi il s'agit, invoquer le secret défense pour un journaliste comme M. Plenel ou pour un écrivain comme M. Edernalier, c'est une curieuse conception de l'État et de sa défense. Il ne faut pas lever le secret défense. C'est un moyen qui a été prévu et donné par le général de Gaulle en 1959 et qui est destiné à permettre, lorsque l'intérêt général est en jeu, de maintenir un certain nombre de choses à l'abri. Il faut en finir avec ce secret monarchique dans notre pays, quels que soient d'ailleurs les présidents concernés. J'avais annoncé des décisions dans ce sens, je le redis aujourd'hui. Sur cette affaire, levons le secret défense, mettons la transparence enfin dans notre démocratie.
Nous avions prévu d'entendre en direct de Clermont-Ferrand les explications de Michel Charasse qui s'indigne du mauvais procès fait à François Mitterrand. Mais les internes en grève ont envahi tout à l'heure le studio de nos confrères de FR3 Clermont. Il n'est donc pas possible d'établir la liaison. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 7 avril 1947, dans un discours fameux prononcé à Strasbourg, le général de Gaulle appelait au rassemblement du peuple français, lançant ainsi le RPF, ancêtre de l'UNR, puis du RPR. Anniversaire dignement célébré aujourd'hui par les dirigeants gaullistes autour d'une choucroute. Reportage Javi Tambert, Jean-Paul Chausset. Ce charter-là ne vole que tous les 50 ans. Un avion entier, spécialement affrété, le banc et l'arrière-banc du mouvement gaulliste, les compagnons de route du général de Gaulle, militants, ministres, tous en partance pour Strasbourg pour un pèlerinage comme on les aime au RPR. Un hymne au souvenir. 7 avril 47, depuis le balcon de la mairie, de Gaulle lance les bases de son mouvement politique. Il est temps que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français. Nous avons pris conscience dans ma génération, puisque moi j'avais 26 ans et je sortais de la guerre, nous avons pris conscience que le général expliquait un petit peu ce qu'on pouvait faire pour sortir du système de la 4e République. En ce jour anniversaire, il était donc question de symbole aujourd'hui à Strasbourg. L'héritage du gaullisme d'un côté, l'opposition au FN de l'autre. Dans la salle même où Jean-Marie Le Pen tenait congrès il y a 10 jours, Alain Juppé a défini sa vision de l'idée nationale. Ne laissons pas les trois couleurs et les emblèmes de notre histoire accaparés par les nostalgiques de ceux qui, en 1940, pour reprendre les mots mêmes du général, n'offraient à la France que la caricature du fascisme et de la capitulation. Le RPR estime qu'il s'est fait confisquer le thème du patriotisme. Aux prochaines législatives, il le mettra au cœur de sa campagne. À Washington, le Premier ministre israélien a rencontré en fin d'après-midi Bill Clinton à la Maison-Blanche. Les Américains espèrent de Benjamin Netanyahou un geste qui permettrait au moins de rétablir le dialogue avec les Palestiniens. Mais juste avant de rencontrer le président américain, le chef du gouvernement israélien a répété que son pays, je cite, n'acceptera jamais de céder un pouce de son autorité sur Jérusalem. Deux quotidiens algériens font état aujourd'hui de nouveaux massacres de civils, 17 personnes égorgées dans 2 villages près de Saïda. Ces nouveaux massacres imputés aux islamistes armés portent à 100 le nombre de civils tués depuis jeudi. Au Zaïre, les troupes rebelles sont aux portes de Lubumbashi, la 2e ville du pays qui contrôle la province la plus riche et notamment les mines de diamants. Laurent Désiré Kabila, le chef rebelle, a prédit aujourd'hui la chute de la capitale avant la fin juin. Kinshasa qui a été aujourd'hui le théâtre de violents affrontements autour du Parlement. Patricia Coste. Premier trouble à Kinshasa, à la zaïroise, c'est-à-dire avec des palmes, il n'y aura pas de violence. Mais la confusion est extrême. Tshisekedi ou rien, les partisans du nouveau Premier ministre ne veulent plus des députés de la majorité présidentielle et les empêchent d'accéder au Parlement. Nous venons ici pour empêcher tous ces gens-là de la mouvance présidentielle, surtout la soi-disant majorité, qu'ils n'entrent pas ici aujourd'hui. Les voitures des députés qui s'approchent du bâtiment sont fermement priées de faire demi-tour. Il n'y aura pas de session. Quelques véhicules blindés de l'armée zaïroise et des unités anti-émeutes ont dispersé les militants avec des grenades lacrymogènes. Cela n'a pas été difficile, il n'y a pas eu de blessés. À d'autres endroits, une pression ferme de la main a suffi à détourner le cortège. Le peuple, c'est nous alors. Nous ne sommes pas contre le peuple. Nous sommes pour le peuple. Les militaires font leur travail, mais sans conviction. Pendant ce temps-là, les rebelles de Laurent Désiré Kabila sont à 15 km de Lubumbashi, la 2e ville du pays, dont la chute est imminente. Après Mujimai, la capitale du diamant, c'est la quasi-totalité des ressources économiques du Zaïre qui seront détenues par les rebelles, ce qui les met en position de force dans les négociations en cours actuellement. Et puis les rebelles ont enfin accepté que l'ONU monte un pont aérien pour rapatrier les réfugiés les plus atteints, ceux qui sont arrivés au bout de leur fuite. Nous vous donnons dès hier soir cette information si stupéfiante qu'inquiétante. Des produits radioactifs et des armes chimiques ont été volés en Albanie lors du pillage d'un entrepôt de l'armée. Information extrêmement sérieuse, la télévision albanaise a diffusé cet appel d'un officier expliquant à la population la haute dangerosité des produits dérobés.
2 Mirage 2000 de l'armée de l'air française se sont abîmés ce matin en Méditerranée lors d'une mission d'entraînement. Les 4 membres d'équipage ont pu s'éjecter et ont été récupérés sains et saufs. Les dernières statistiques de la police font état d'une progression d'environ 14% de la délinquance des mineurs. 60% de ces délits sont eux aussi mineurs, du type vol de mobilette. Des délits qui provoquent parfois des retrouvailles quelque peu délicates avec les parents dans les commissariats. C'est le thème de notre enquête de ce soir, enquête menée par Agnès Varamian et Daniel Lévy, histoire de délits mineurs. C'est un coup de fil qui les a prévenus. Damien, 16 ans, est ce soir au commissariat. Une affaire de mobilette volée qui traînait en bas de l'immeuble et que leur fils a voulu réparer. Essayez, dans la mesure du possible, de les surveiller un peu plus étroitement. Oui. Non, pour moi, c'est pour ne pas qu'ils refassent en effet. Tu reconnais les faits? Au téléphone, les policiers ont été laconiques. Les parents n'y ont d'abord pas cru. C'est la première fois qu'ils se retrouvent là. Je suis déçue. Très déçu. Je crois que je raisonne comme la majorité des parents, j'ai une grande confiance en lui. Donc on va en discuter, je veux qu'il me dise exactement pourquoi il a fait ça. S'il est capable de le dire, je pense que oui. Au commissariat, la mère et le fils n'échangeront que quelques mots pour se rassurer. La discussion, la vraie, aura lieu à la maison. En fait, le jeune n'a pas volé la mobilette, mais se serait plutôt laissé entraîner par de mauvaises fréquentations. Voilà. Ces jeunes gens qui sont âgés de moins de 16 ans ont été très coopératifs, ils sont primaires, c'est-à-dire ils ne sont pas connus des services de police. Ils vont être convoqués demain pour une administration. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire à leur encontre, étant donné leur comportement et leur jeune âge. Toute la famille verra donc un officier de police judiciaire pour un rappel à l'ordre, un rappel du droit. Et après plusieurs heures passées au commissariat, pour Damien, cette affaire ne sera plus qu'une trace lointaine sur une main courante. 23 h, les policiers repartent en patrouille. Tous les soirs, dans cette cité, ils contrôlent 3 ou 4 groupes de mineurs, toujours les mêmes, réunis dans un hall, sur une place. J'ai oublié mes papiers, monsieur. Les jeunes donnent souvent un âge fictif, ici 14 ans. Ils font rien, enfin, ils n'ont pas de but précis. Hein. Ils sont à la recherche d'un coup éventuel, un véhicule à casser, un cambriolage ou autre. Hein. Mais c'est surtout pour faire comme les grands frères aussi. Faire comme les grands frères, être dehors. Et pour un petit peu de sortir aussi de l'ambiance familiale. Le lendemain, brigade des stupes. Les policiers ont eu du mal à convaincre ce père de venir au commissariat. Il n'y a pas de domicile officiel? Son fils de 16 ans est tombé pour trafic d'héroïne. Il avait 25 doses, 6 000 francs d'argent de la drogue sur lui. Et la police le connaît bien. Ce jeune est délinquant depuis l'âge de 13 ans. Son père ne l'a pas vu depuis 6 mois. Ah oui, voilà. Les enfants ont trop le pouvoir. Les enfants sont trop protégés, deux fois plus que le parent. Donc on ne peut pas corriger son enfant. Le corriger, vous êtes en taule. Dans la pièce d'à côté, entendu en même temps que son père, le garçon a décidé de nier. Non mais tu vends, t'as pas besoin de dire que tu vends ou que tu vends pas puisqu'on t'a vu. Si vous m'avez vu, si moi je dis que je vends pas. Donc t'as raison, et donc je suis un gros con. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le père divorcé explique-lui qu'il n'a pas la garde de ses enfants, qu'il verse une forte pension alimentaire, enfin qu'il travaille dur et que tout cela suffit bien. Alors, il n'y a pas raison que quand il y a un pépin, qu'on me téléphone. Je ne veux même plus qu'on me téléphone à la maison, parce que j'ai une autre vie maintenant. Je suis remarié. Oui, mais c'est votre enfant quand même, il reste oui, mais... Fin d'audition, le jeune n'a rien voulu dire de ses fournisseurs. En théorie, il risque la même peine de prison qu'un adulte. Mais en fait, les sanctions sont moins lourdes pour les enfants. Les trafiquants le savent bien et c'est pour cela qu'ils les emploient, qu'ils les utilisent. Ce qu'on sait, c'est que des gens qui guettent, par exemple, peuvent gagner jusqu'à 10 000 francs par semaine, juste pour faire le guet. Il faut savoir que sur une journée bien remplie dans ce genre de cité, les types peuvent ramasser entre 150 et 160 000 francs par jour. Donc de chiffre d'affaires sur les ventes. Ce qui permet quand même d'être assez large avec les employés. Finalement, avant de partir, le père accepte de voir son fils quelques minutes. Moi, tu me tues là, franchement, tu me tues. Tu sais que je ne veux pas ça. Et voilà maintenant, qu'est-ce que je deviens? Un père dépassé et un fils qui demande des comptes. Est-ce que l'on vit d'une simple pension alimentaire tous les jours à l'hôtel avec une mère au chômage et l'adolescent de tenir tête? Ils en resteront là, le père et le fils se quittent. Ce jeune de 16 ans est aujourd'hui en prison.
En Italie, le maire d'un tout petit village de 7 habitants envisage très sérieusement de demander à l'UNESCO de déclarer ces murs patrimoine de l'humanité. Ce petit village, situé sur un piton rocheux très pittoresque, est en effet menacé d'écroulement. Reportage Alain Chalon. Entre Rome et Florence, Civita di Bagnoregio est un peu le Saint-Paul de Vence italien. Accroché sur son piton rocheux, on y accède par une passerelle de 300 mètres. Le village compte 7 habitants permanents, mais accueille l'été la fine fleur de l'Italie intellectuelle. L'ensemble médiéval est parfaitement conservé, tout est harmonieux, rien n'est laid, la tranquillité totale. Le village n'étant même pas envahi par les boutiques pour touristes. Le problème est que Civita di Bagnoregio est menacée depuis qu'en décembre dernier, après de fortes pluies, une partie du piton s'est tout simplement effondrée. Cet effondrement a laissé à découvert une partie du rocher qui est sujet à l'érosion atmosphérique. Si rien n'est fait, si aucune intervention générale n'est faite, alors la situation de Civita deviendra critique dans les prochaines décennies. L'environnement, ces collines d'argile complètement érodées, peut donner une idée de ce qui menace Civita di Bagnoregio, qui pourrait finir comme ce piton de tuf abandonné. Déjà avant-guerre, tout un quartier, à droite du village, comprenant notamment la maison de Saint-Bonaventure et une prison, s'est détaché du rocher. En 1945, Civita di Bagnoregio était desservie par un pont d'une dizaine de mètres seulement, mais la route s'est écroulée et il a fallu construire cette interminable passerelle. Tout cela aurait de quoi faire réfléchir les habitants du bourg, mais ils ne veulent entendre parler de rien qui pourrait déranger leur tranquillité. C'est pas dangereux d'après moi. Moi, je suis né ici, j'ai toujours vu ça comme ça. J'ai grandi ici. Je pense qu'ils ont inventé tout ça pour des questions d'argent. C'est ce que je pense. Si l'on ajoute à ce scepticisme autochtone le peu d'empressement de l'État à débourser les 70 millions de francs nécessaires aux travaux, on peut alors être inquiet pour l'avenir de Civita di Bagnoregio. Sorti après-demain du film Les Palmes de Monsieur Schutz, l'adaptation de la pièce de Jean-Noël Fenwick, couronnée de 4 Molières. Un film qui brosse un portrait plein d'humour et d'humanité du couple Curie, Pierre et Marie, incarné par Charles Berling, le héros de Ridicule, et Isabelle Huppert, dont le talent irradie ce film, si j'ose dire. Pascal Deschamps. Si nous aboutissons, ce sera plus important pour l'humanité que la découverte du feu par les hommes des cavernes. À ce point. Quelques années dans la vie des Curie, quand ils étaient encore de jeunes chercheurs inconnus, destinés sans le savoir à partager amour et gloire. Car lorsque le directeur de l'école où enseigne Pierre lui impose une étudiante polonaise pour l'aider dans ses recherches, leur rencontre est à peu près aussi explosive qu'une réaction chimique. C'est moi, je vais voir. Si vous faites un pas de plus vers la porte, je déchire ma robe, je me griffe et je crie au viol. Je ne plaisante pas, hein. Je pleure à volonté. On vous accusera tous les deux. J'ai déjà fait le coup en Pologne avec un officier russe. Il est à présent en Sibérie. Il pose des rails. Sans moufle. Même si le scénariste a pris quelques libertés, ces années de galère et de doute sont racontées fidèlement. Leur univers, leur laboratoire, un hangar à peine chauffé prêté par Rodolphe Schutz, interprété par Philippe Noiret. Le directeur de l'école de physique de Paris sponsorisait en quelque sorte de jeunes chercheurs, dans l'espoir que leurs travaux lui permettraient de rafler les fameuses palmes académiques. Et où en êtes-vous sur l'hyperphosphorescence? Nulle part à vrai dire. Si avant 3 mois, jour pour jour, vous ne m'avez pas donné de quoi défendre l'honneur de cette école devant les avancées de Binet et de sa bande de sorbonnards snobinards, je vous flanque à la porte et à la rentrée, vous allez vous faire pendre ailleurs. C'est compris? Tout le monde a un peu son Schutz, quoi, son directeur d'école et puis, enfin, ou son coach, ou son... C'est un rapport un peu normal. En même temps, il cherche à les utiliser et en même temps, il les adore. Il y a eu réaction. 500. L'aiguille est au maximum, Marie. C'est du radium pur. Le décor dans lequel on est là, tout a été reconstitué. Et de voir la précarité dans laquelle ils ont travaillé, oui, bien sûr, c'est émouvant. Parce que je crois que ce qui est émouvant, c'est cette idée du couple. Aussi rarement, ils étaient véritablement en fusion, comme les métaux qu'ils travaillaient. Ah, ben voici monsieur et madame Curie. Entêtés, amoureux, idéalistes, naïfs et géniaux, les Curie que vous découvrirez n'ont rien du couple austère des livres d'histoire, même s'ils en écrivent une page devant vous.
Pour terminer, des nouvelles du groupe IAM, marseillais comme son nom ne l'indique pas, un groupe qui sort un 3e album avec ce sous-titre mystérieux, L'école du micro d'argent. Réponse à l'énigme existentielle avec ce reportage de Louis Carzou et Franck Brisset. C'est le côté obscur de la force. Après 3 ans de silence et 6 mois de studio, voici le retour d'IAM. Et les mauvais garçons de Marseille n'ont rien perdu de leur verve, comme en témoigne L'école du micro d'argent, titre de leur nouveau disque à valeur d'avertissement. L'arme de ces combattants-là, ce sont les phrases et les refrains. Tant d'échecs, tant de défaites, on forgeait le mordant pour encaisser les coups à ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, si des trucs vrais étaient pistés. J'ai insisté et le groupe IAM... Du haut de leurs centaines de milliers de disques vendus, le groupe IAM dispose désormais pour ses clips de moyens dignes de longs métrages. Mais que l'on ne s'y trompe pas, leurs préoccupations sont toujours ancrées du côté de la réalité, sur les rives de la planète Marseille. Pour moi, ça c'est le plus important. L'éducation des enfants, c'est des miroirs. Hein. Comme ils sont à l'intérieur, ils vont reproduire l'univers chaotique qu'il y a chez eux, ils vont le reproduire dehors. Seulement, ils s'en battront encore plus le steak parce que dehors, c'est pas chez eux. Je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses en attendant que tout se passe. Maintenant, ça rejoint le travail famille et patrie de Le Pen. Si tous les jeunes ont du travail, tant mieux. Si tous les jeunes ont une famille stable, élèvent des enfants, ont de bons rapports avec leurs parents, tant mieux. Et s'ils sont fiers d'habiter dans un pays qui ne les traite pas comme des chiens, où ils ne se font pas frapper dans des commissariats, où ils sont traités d'égal à égal quand ils veulent sortir dans des boîtes, où les gens n'ont pas d'a priori envers eux, parfait, travail, famille et patrie, ça me va. Donner de la valeur aux mots et du tempo aux valeurs, tel est aussi le talent d'IAM. Cette école du micro d'argent mérite vraiment qu'on y redouble d'attention. I am 50 and I am a little stone, comme dirait Elton John, dont le 50e anniversaire n'est pas passé inaperçu hier soir à Londres. Le chanteur est en effet arrivé dans la salle de concert où il avait convoqué tous ses amis à bord d'un camion de déménagement blanc entièrement décoré de son intérieur. Nous n'avons pas reçu l'image du couturier Jean-Paul Gaultier arrivé à la fête vêtu en tout et pour tout d'un débouchoir à ventouse. Bref, une fête très gaie. Dernier journal vers minuit 15, présenté par Philippe Lefebvre, après le magazine La France en direct, consacré, je vous l'ai dit, aux sectes. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra précisément le député Alain Geste, auteur du rapport parlementaire sur les sectes. Dans quelques minutes, la météo, Sophie Davant, un mardi beau et sec. Bonne fête aux Jean-Baptiste, demain à 13h, Patrick Chêne. Très très bonne soirée, merci. À demain. Je me suis trompée sur toi.